À la une, affaire des talibés de Ndiagne, le procès du maître coranique Cheikhouna Gueye et ses complices a eu lieu ce matin au tribunal de grande instance de Louga. Le procureur a requis 2 ans de prison, dont 2 mois fermes contre les prévenus. La défense plaide la clémence du juge délibéré le 4 décembre prochain. Maître Madické Niang, qui a rendu visite au khalife général des Mourides, a évoqué cette question des talibés de Ndiagne. Il préconise la création d'un ministère chargé du culte ou des affaires religieuses pour anticiper, dit-il, sur ces genres de cas. Sur ses retrouvailles avec Abdoulaye Wade, Madické Niang, après avoir remercié Serigne Mountakha Mbacké, écarte toute idée de retour au PDS. Frappe France dégage, investit à nouveau le boulevard de la République, une marche contre la hausse du prix de l'électricité. L'insécurité à Diakhao, c'est dans la région de Fatick. Plusieurs attaques à main armée, la dernière en date a eu lieu la nuit du lundi à mardi. Les populations prises de panique réclament une brigade de gendarmerie. Une marche est prévue à Diakhao vendredi prochain. Dans le débrief, justement, nous évoquons cette question. L'insécurité galopante au Sénégal, attaque à main armée à l'intérieur du pays, meurtre, agression à Dakar. Qu'est-ce qui explique cette montée de l'insécurité? Comment la régler? Réponse en fin de journal. Nous serons avec le commissaire Boubacar Sadio, commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite. En sport football challenge des champions, l'US Gorée est en finale après avoir battu le Jaraaf. Autre actualité sportive, la Ligue des champions, duel de Sénégalais à Anfield. Liverpool de Sadio Mané reçoit Naples de Kalidou Koulibaly. Et puis à suivre Yonou Tol comme chaque mercredi avec Mamadou Amar Ndione. Amady Ndiaye est à la technique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 2 ans de prison, dont 2 mois fermes contre les prévenus. La défense contre les prévenus, c'est le réquisitoire du procureur de la République ce matin au tribunal de grande instance de Diourbel dans le procès du maître coranique Cheikhouna Gueye et ses complices. C'est dans l'affaire des talibés de Ndiagne. Les détails avec Abraham Polpouy. La décision du juge annoncée pour délibérer le 4 décembre prochain, après le réquisitoire du procureur qui demandait une peine d'emprisonnement de 2 ans, dont 2 mois fermes pour les mises en cause. La foule au courant de la nouvelle force la porte d'entrée du tribunal, brise les verres de la porte d'entrée du hall pour accéder aux locaux et exiger la libération de Serigne Cheikhouna Gueye dit Khadim. Après quelques minutes de vive tension, Serigne Mouhamadan Mbacké, fils de Serigne Mourtala Mbacké, et le commissaire de la police de Louga arrivent sur les lieux. Au moment où la police augmente ses éléments pour sécuriser le tribunal, Serigne Mouhamadan Mbacké, le commissaire et les autorités judiciaires sont à huis clos pour trouver des solutions. La cour du tribunal est évacuée. Le moment pour les talibés d'entonner les khassaïd devant la porte d'entrée. Après quelques minutes, Serigne Mouhamadan Mbacké et le commissaire sortent. Le fils de Serigne Mourtala donne le ndigal. Après le ndigal, la foule se disperse. Certains montent dans les minicars pour rentrer. Abraham Polpouy, Louga, Radio Futur Média. Abraham Polpouy, le climat donc tendu au tribunal de grande instance de Louga après le réquisitoire du procureur qui demande 2 ans ou qui a requis 2 ans de prison. 2 ans donc de prison contre les prévenus, 2 ans de prison dont 2 mois fermes contre les prévenus. Eh bien, la défense plaide la clémence du juge. Là-dessus, maître Ndiaga Dabo au micro d'Abraham Polpouy. Nous avons plaidé pour un apaisement. Je pense que le président également nous a bien écoutés et je pense qu'eux aussi, ils iront dans le sens de l'apaisement parce qu'il y a eu une certaine incompréhension, un certain malentendu dans cette pratique qu'on appelle entrave des enfants talibés. Et je pense que même le procureur, dans son réquisitoire, il a admis que le mobile était un mobile honorable. Ce n'était pas un mobile crapuleux. Khadim Gueye, ce n'est pas un monstre. Ndiagne, ce n'est pas une terre de torture. Ces enfants n'ont jamais été torturés. C'est des enfants talibés. On leur apprend le Coran. Donc, il y a eu malheureusement cette pratique qui ne date pas d'aujourd'hui. Et Khadim Gueye l'a admis. Lui-même, il aime ses enfants. Il fait cette pratique, mais c'est faute d'avoir mieux. Et il a admis qu'il pourra revoir cette pratique, s'il est possible même d'avoir une autre forme pour empêcher la fugue de ses enfants. Et je pense que le tribunal devra l'accompagner dans ce sens.
Maître Ndiaga Dabo, un des avocats de la défense, Maître Madi Kenyan, sur cette affaire des talibés enchaînés de Ndiagne, préconise la création d'un ministère chargé du culte ou des affaires religieuses pour anticiper sur ces cas. Condition sine qua non, selon lui, pour mettre fin à ces problèmes que rencontrent les Dara au Sénégal. On l'écoute, Maître Madi Kenyan, avec Marema Diop. L'affaire de Ndiagne, ce sont aujourd'hui des incompréhensions qui surgissent de par l'évolution du monde. L'évolution du monde, elle est faite de telle que ces incompréhensions peuvent surgir. Mais si le président Macky Sall, après avoir gagné ces élections, s'était permis un seul moment de regarder les propositions des autres candidats, même si ces candidats n'ont pas été élus, il y a quelque chose qui peut être utile dans ces propositions des candidats, dans les programmes, dans les projets de société. Il y a nécessairement des choses utiles pour le pays. Rappelez-vous que j'avais proposé un ministre chargé des affaires religieuses, parce que ce ministre aurait pu, dans des discussions, amener les maîtres coraniques, les chefs religieux, à se mettre d'accord autour de beaucoup de choses. Une fois de plus, ces propositions n'ont pas été appliquées. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui un décalage entre ce que dit la justice et ce que font les maîtres coraniques. Si on n'a pas ce dialogue, on a des situations comme celle-là. Alors que les gens la vivent, cette situation, comme quelque chose de naturel. Il s'agit aujourd'hui de créer soit un ministère chargé des affaires religieuses, mais ou bien un conseil chargé des affaires du culte pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. Maître Madi Kenyan donc a tenu ses propos au terme de sa rencontre ce matin avec le Khalife général des Mourides. Il a remercié Serigne Mountakha Mbacké, maître d'œuvre de ses retrouvailles avec Abdoulaye Wade, avant d'écarter toute idée de retour au Parti démocratique sénégalais. Marema Diop. Première réaction de Madi Kenyan après sa réconciliation avec Abdoulaye Wade en visite chez le Khalife général. Il s'est dit très honoré par la démarche du patriarche de Darou Minam. Le Khalife, même si je suis venu le remercier, lui à son tour il remercie le Tout-Puissant parce qu'il ne pensait nullement qu'on aurait pu avoir des divergences avec le président Wade. D'abord, tout le compagnonnage qui fut le nôtre, mais ensuite la proximité que nous avons entretenue, mais surtout le fait que nous étions de plus en plus liés grâce à Serigne Saliou. Tout ça pour lui, il n'y avait pas de place pour une mésentente. Mais je dis une fois de plus, par la démarche du marabout, j'ai retrouvé le président Abdoulaye Wade, un grand frère, parce qu'il me considère comme son jeune frère, mais aussi j'ai retrouvé un homme qui représente beaucoup pour moi. Une réconciliation qui n'a aucun soubassement politique, car précise Madi Kenyan, il n'est pas question de retourner au Parti démocratique sénégalais. Je continue d'être membre de la grande coalition, là auprès de Hadjibou Soumaré, de Idriss Seck, de Malick Gakou, de Issa Sall, de Pape Diop. Donc nous formons cette grande alliance. Donc nous continuons de cheminer dans l'opposition parce que nous sommes des hommes responsables qui ne doivent être mus que par les intérêts exclusifs du peuple sénégalais. Quelques jours après ses retrouvailles avec Wade, l'ancien candidat à la présidentielle était venu informer le Khalife du succès de sa médiation. Marema Diop, Touba, RFM. Marema Diop, merci. 18h09, une courte pause et la suite. RFM, la radio de toute l'actualité. En plus bref, affaire du photographe Abdou Razak Khan tué à Malika, la police de la localité a mis la main sur le présumé meurtrier. C'est à Guédiawaye qu'il a été arrêté. Lui et le receleur du téléphone volé lors de l'agression devraient être déférés au parquet aujourd'hui même. Diakhao, dans la région de Fatick, les populations vont manifester vendredi prochain contre l'insécurité dans leur localité. Plusieurs attaques à main armée. La dernière en date a eu lieu dans la nuit du lundi à mardi. Des individus lourdement armés ont attaqué 2 maisons. Un homme et son épouse blessés. Inquiètes face à la situation, les populations de Diakhao réclament une brigade de gendarmerie. Aminata Goudiaby. L'insécurité gagne du terrain dans la commune de Diakhao-Sine. Les agressions et autres attaques à main armée sont devenues fréquentes dans cette localité du département de Fatick. Le dernier cas d'agression a été enregistré dans la nuit du lundi à mardi. Des individus lourdement armés ont fait irruption dans
dans 2 maisons du village de Diakhao Centre, chez un transporteur et un commerçant. Ce dernier et sa femme ont été blessés par les malfaiteurs. Ils ont d'ailleurs été admis au poste de santé de Diakhao. La gendarmerie a ouvert une enquête sur cette affaire. Il faut également noter que ces derniers temps, les cas de vol de bétail se sont multipliés à Diakhao. Les habitants de Diakhao, qui ne dorment plus du sommeil du juste, réclament une brigade de gendarmerie dans leur commune. Vendredi prochain, ils vont organiser une marche pacifique pour pousser les autorités à trouver une solution à cette insécurité qui sévit à Diakhao Sine. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, et puis cette rocambolesque histoire d'émigration d'un groupe de 3 jeunes Sénégalais qui venaient d'un village du Fouta pour se rendre au Gamou de Kaolack et qui, convaincus d'embarquer pour l'Amérique latine, se retrouvent subitement à Ouagadougou. 2 parmi eux sont toujours introuvables et le 3e, plus chanceux, a été récupéré par la communauté sénégalaise du Burkina Faso. Il est d'ailleurs en passe d'être rapatrié au Sénégal. Hausse du prix de l'électricité, Frappe France dégage, dénonce, manifestation à l'instant sur le boulevard du Centenaire. La marche est autorisée par le préfet de Dakar. Nous y reviendrons avec notre reporter Abdoulaye Diop. L'alerte des jeunes du département de Bambey au ministre de la Jeunesse et au coordonnateur national des domaines agricoles communautaires. Ils n'accepteront pas que les postes de travail qui sortent du DAC profitent à d'autres au moment où la région de Diourbel regorge de chômeurs. La correspondance est signée Babacar Diouf. Ils ont donné leur terre. Le domaine agricole de Keur Sambakane doit leur profiter en premier. Les jeunes du département de Bambey se signalent. Ils ne veulent pas être pris au dépourvu dans l'octroi des postes de travail dans le domaine agricole de la région. Pour voir les intérêts de cette jeunesse de la région de Diourbel respectés et pour voir aussi la prise en compte des aspirations de cette jeunesse-là en termes d'emploi qui sont prioritaires avant toute autre personne venant des autres régions ou des autres départements. Donc nous lançons l'alerte et nous mettons véritablement toute notre énergie pour la défense de nos intérêts. Une alerte qui vient à son heure puisque pour Maguenya et ses amis, il y a des manœuvres souterraines qui veulent les écarter de la gestion du domaine. Au niveau des autorités administratives de la région de Diourbel, au niveau des autorités qui sont dans le gouvernement, sur l'attitude du ministre de la Jeunesse et du directeur du PRODAC qui font des manœuvres pour affecter les emplois générés par le domaine agricole communautaire de Keur Sambakane à leur clientèle politique qui sont de Nguinguinéo, de Guédiawaye et de Mbadane. Le domaine agricole de Keur Sambakane fait partie de la première vague de domaines initiés au Sénégal, mais il peine à décoller dans une région où la presque-totalité des jeunes est sans emploi. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Babacar Diouf, et nous parlons du 5e congrès annuel du réseau africain de recherche en fiscalité. Pour cette édition, l'accent est mis sur l'avènement de l'économie numérique ainsi que sur les opportunités et défis pour l'Afrique. Un continent qui rencontre d'énormes difficultés à ce niveau. Selon les organisateurs, la numérisation doit être effective dans l'administration fiscale africaine. Nafissatou Sila. La numérisation et les techniques de l'information et de la communication comme outils de gestion de la fiscalité. Il s'agit là de trouver des stratégies pour concevoir des systèmes fiscaux plus efficaces dans l'économie numérique. Nara Moukane, directrice de recherche du Forum sur l'administration fiscale africaine. On a un gros manque à gagner en administration fiscale parce qu'on a des problèmes par exemple au niveau de la numérisation, de l'automation. On a des politiques fiscales qui ne sont pas toujours à même de protéger notre base fiscale. On a évidemment des inefficacités au niveau des administrations fiscales. Justement, on essaye de combler tous ces trous pour être sûr justement qu'on maximise le recouvrement des recettes. Un bond en avant pour tous les pays d'Afrique. Et vous savez, avec la numération, les choses avancent très rapidement. Donc on essaye de faire en sorte que les administrations fiscales se positionnent rapidement pour bénéficier de justement prendre tous les avantages possibles pour être sûr qu'on ne reste pas à la traîne à nouveau. Donc au niveau technologique, au niveau de la législation, au niveau des réformes et des politiques fiscales, mais aussi au niveau du support politique dont on a besoin. À l'ère des innovations numériques, pour le Sénégal, il est important de dynamiser davantage l'imposition de l'économie numérique. Abdoul Aziz Gueye, coordonnateur de la Direction générale des impôts et domaines. Discuter sur la stratégie à mettre en œuvre pour avoir une vision africaine qui tienne compte de nos réalités spécifiques pour faire face aux défis de la numérisation de l'économie. Ce 5e congrès annuel du réseau africain de recherche en fiscalité est l'occasion de réfléchir sur les défis et opportunités et de redynamiser l'administration fiscale africaine. Nafissatou Sila, après son audience avec le président de la République hier, le grand moufti de Palestine et de Jérusalem poursuit sa visite au Sénégal. Il a rencontré ce matin l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. La paix était au cœur des échanges. Fatima Tali.
À l'issue de la rencontre, le Moufti s'est félicité du rôle d'ambassadeur de la paix que joue l'Église. Moufti Mohamed Hussein. La rencontre de ce matin avec le leader de l'Église catholique s'inscrit effectivement dans cet échange nécessaire entre nous en tant que référence religieuse de nos deux pays et des deux confessions qui constituent les éléments piliers des composants de cette ville sainte de Jérusalem. Chrétiens autant que musulmans sont les peuples autochtones de cette ville. Donc c'est important de tisser avec l'Église tout échange et toute relation, échanger également nos valeurs, exprimant ensemble de la même voix ce cri pour que la justice soit rétablie en Terre Sainte. Une rencontre qui s'inscrit dans une dynamique de paix, selon Monseigneur Benjamin Ndiaye. Et c'est notre mission de travailler à tout ce qui peut rapprocher les hommes, à faire en sorte qu'ils s'écoutent, qu'ils parlent, qu'ils dialoguent et qu'ils arrivent à une entente. Il y a eu une expression qui est revenue constamment dans la bouche du Moufti en parlant de Jérusalem. C'est Medina Salam, la ville de la paix. Au Sénégal, nous passons notre temps à nous saluer en parlant de paix. C'est la meilleure chose que nous pouvons demander à Dieu. Mais pour cela, il faut que nos cœurs se convertent. Je crois que c'est un changement de cœur qui nous fera aller dans la dynamique de la paix. Je le remercie encore beaucoup. Shukrani, shukrani, shukrani. Lors de cette rencontre, le maître mot à retenir est la paix, rien que la paix. Le grand moufti de Palestine et Jérusalem en a profité pour magnifier le dialogue islamo-chrétien qui existe au Sénégal. Bonsoir Barthélémy Ngom. Du football, c'est pour parler du challenge des champions. Gorée est en finale. Les insulaires victorieux du Jaraaf par 3-1 en demi-finale attendent de connaître leur challenger. Ce sera Djambar ou Teungueth FC. Les deux équipes s'affrontent en ce moment au stade Alassane Djigo de Pikine pour une place en finale. Le match se joue sous les yeux de notre reporter Ndongoka. Ndongo, bonsoir. Bonsoir Natadio. Où en êtes-vous? Alors, nous jouons la 66e minute, mais ici, au stade Alassane Djigo, c'est toujours un but partout entre Teungueth FC et Djambar. Mais retenez que c'est Teungueth FC qui a très tôt pris les devants. C'est Mamadou Seck qui donne l'avantage à l'équipe de Rio à la 6e minute de jeu. Mais l'équipe de Djambar, très entreprenante, a pu remettre les pendules à l'heure avant la mi-temps. 35e minute, Cheikh Bamba Dieng sur coup franc à l'entrée de la surface de TFC trompe la vigilance du portier de TFC Ndate Diop. Merci beaucoup Ndongoka. Juste rappeler que Gorée a déjà composté son ticket pour la finale Barthélémy. La Ligue européenne des champions, le choc des Sénégalais à Anfield à 20h. L'attaquant vedette des Lions, un des meilleurs en Europe, va défier le roc sénégalais. L'attaquant, l'inamovible défenseur de l'équipe nationale, Sadio Koulibaly, un choc de griffes et de crinières à Anfield. Liverpool-Naples, c'est à 20h pour un contrôle du groupe E. Un match que vous pouvez suivre en direct et en intégralité sur la radio Futur Média avec Malal Junior Diagne. Rappelez Barthélémy aussi que dans le groupe E, FC Barcelone joue Borussia Dortmund, Slavia Prague, Inter Milan. Dans le groupe G, Zénith Saint-Pétersbourg, Lyon, Leipzig, Benfica, groupe H, Valence, Chelsea. C'est à 17h35. Le match a démarré. Lille, Ajax, c'est à 20h. Hier, rappelez que le Paris Saint-Germain de Gana Gueye et Real Madrid ont fait match nul, 2 buts partout. Bonne opération des Parisiens, assurés de terminer premier du groupe. Galatasaray et Bruges de Crépin Diatta ont aussi fait match nul, 1 but partout. Crépin a inscrit le but égalisateur de son club avant d'être exclu. Étoile rouge de Belgrade qui a corrigé à domicile par Bayern Munich, subi à 0 avec un quadruplé de Lewandowski, le quadruplé donc le plus rapide de l'histoire. 4 buts en moins de 15 minutes. Barthélémy. Tottenham a battu Olympiakos 4-2. Retour gagnant donc de Mourinho en Ligue des Champions. Juventus Turin Atlético Madrid 1-0 pour la vieille dame. Manchester City et Shakhtar Donetsk 1 but partout.
Nous parlons beach soccer avec le Sénégal qui prépare son match pour les quarts de finale. Oui, le Sénégal a comme adversaire le Portugal. Les Lions ont battu les Émirats Arabes Unis 3-1. C'était leur troisième et dernier match de groupe lors de cette phase. Donc les Lions eux aussi ont comptabilisé 2 victoires et une défaite. Bilan jugé satisfaisant, nous dit notre envoyé spécial Solikam. Les phases de groupe sont bouclées hier. Le Sénégal, malgré sa défaite d'entrée, termine leader de sa poule avec 6 points plus 6. Le manager général Ibrahima Ndiaye Chita magnifie le comportement des Lions du beach soccer pour ce premier tour. Avec une bonne prestation quand même de l'équipe nationale du Sénégal, que ça soit contre la Russie, que ça soit contre la Biélorusse, et aussi le match vraiment tactique qu'on a essayé de gérer et dont on est parvenu quand même à gagner. Donc vraiment satisfait quand même de la bonne prestation des gosses. Donc comme vous l'avez même constaté au début, notre premier match, on n'a pas eu de chance, on a perdu, mais cela ne nous a pas empêché quand même de revenir dans la compétition. Ça, moi, je dis bravo. En dehors du bilan positif du premier tour, selon Ibrahima Ndiaye Chita, le Sénégal fait parler de lui à l'échelle mondiale. Il estime aussi que les Lions n'ont rien à envier aux autres nations. Moi, je ne vois pas qu'il y a une différence. On ne le sent plus, que ce soit au niveau des autres et même au niveau de particulièrement le Sénégal. Je ne vois pas de différence. Que ça soit dans tous les domaines. Ça prouve que aussi la préparation aussi a beaucoup compté sur la prestation de l'équipe. Lors de ce premier tour, seul le Japon et le tenant du titre, le Brésil, ont fait un carton plein. Le Brésil reste l'équipe la plus prolifique avec 29 réalisations contre 11 encaissées. Pour ce premier tour également, le meilleur buteur est l'Italien Gabriel Gori avec 13 buts. Le Sénégalais Mamour Diagne reste à la 4e place avec 6 réalisations. Sodetiam, Asunción, Paraguay, Radio Futur Média. Merci Soda Barthélémy. Nous allons terminer avec le basketball, le tournoi qualificatif olympique chez les hommes. Le tirage au sort a eu lieu cet après-midi au siège de la FIBA. Le Sénégal est logé dans la poule B en compagnie du Porto Rico et de l'Italie. Les matchs du groupe du Sénégal et ceux de la poule A vont se jouer à Belgrade en Serbie. Barthélémy. Nous entamons un large focus sur l'usage des pesticides par les agriculteurs. L'ONG Pan Sénégal Pesticide Action Network a réalisé une étude sur les conditions d'utilisation de ces produits et leurs incidences sur la santé dans la zone des Niayes de Dakar et le delta du fleuve Sénégal. Ndeye Maïmouna Diène, présidente de l'association Pan Sénégal. Là, il est sorti qu'en matière de stockage des pesticides, plus de 40% des producteurs, à peu près 45% stockent les pesticides dans les champs, mais l'étude a également révélé qu'il y a à peu près 12% des utilisateurs qui stockent les pesticides dans les maisons et dans les champs, et ça c'est un réel problème d'exposition. En matière de circuit d'approvisionnement en pesticides, en général, on s'est rendu compte que plus de 45% dans les Niayes et plus de 50% dans les deltas s'approvisionnent en pesticides auprès des petits revendeurs et ambulants, ce qui pose un problème parce que normalement un pesticide, c'est un vendeur agréé qui a suivi une formation, qui connaît les normes de stockage, etc., qui doit vendre ses pesticides, mais c'est dans le marché informel et parfois c'est à cause de la porosité également des frontières qu'on retrouve des pesticides interdits au niveau de l'espace SILS, parce qu'il y a le comité sahélien de pesticides qui interdit cette utilisation des pesticides, mais les produits entrent à travers la Mauritanie, la Guinée, etc. Les méfaits des pesticides sont une réalité dans le monde rural, comme en témoigne Adia Koumandoy du Réseau national des femmes et de la Fédération des agro-pasteurs de Djender dans la région de Thiès. Les pesticides sont très mauvais et surtout pour la santé. Nous, quand on l'inhale, ça nous fatigue, à plus forte raison de les consommer à travers ce que nous cultivons. Moi, j'ai vu de mes propres yeux des gens à qui cela a porté préjudice. Un enfant l'a confondu et bu pensant que c'était du lait alors que c'était un pesticide. Cela s'est passé à Keur Abdoundoy, un autre cas aussi à Tchademsar où un cultivateur en est mort dans son champ. Il n'avait pris aucune précaution avant d'utiliser ces pesticides. Il n'avait même pas de combinaison. Moi, je me demande à quoi ça sert de vouloir toujours récolter vite, vendre vite et puis après aller se soigner avec cet
d'argent. Ça n'a pas de sens. Sur la question des pesticides, la direction de la protection des végétaux procède à une sélection bien minutieuse. Wali Bintoufal, chef du bureau législation phytosanitaire et contrôle des pesticides à la DPV. Pour les revendeurs et les distributeurs de pesticides, on est organisé. Et chacun qui doit être revendeur ou distributeur doit être agréé. Et pour avoir l'agrément, il y a une procédure à suivre, des procédures à suivre. On doit venir faire l'inspection parce que nous sommes des agents assermentés et cela nous permet de voir est-ce que le producteur a un certain background, est-ce que ces magasins respectent les normes réglementaires du point de vue disposition des types de formulation, disposition du magasin de stockage, est-ce qu'il n'est pas à l'intérieur de là où on vend des produits alimentaires ou bien là où il y a à côté un restaurant, parce que n'oublions pas que ces produits, il y a des risques d'explosion parce qu'il y a des produits inflammables, des produits corrosifs, etc. On gère tout ça du point de vue environnemental et l'impact sanitaire aussi avant de vous délivrer l'agrément. On le suit de manière régulière et l'agrément dure 1 an. Chaque 1 an, vous devrez venir renouveler et on doit faire l'inspection sur site pour voir est-ce que vous respectez les normes ou pas. Si les normes ne sont pas respectées, on vous le retire l'agrément selon les normes réglementaires. Le point de vue de l'enseignante-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, responsable de la toxicovigilance au centre antipoison, le professeur Aminata Touré-Sissé. En tant que toxicologue, on a l'habitude de dire que les pesticides, ce sont des biocides, c'est-à-dire des produits qui vont agir sur les ravageurs des récoltes d'une manière générale, parce que l'agriculture constitue le premier domaine d'utilisation de ces produits. Mais en agissant sur ces ravageurs, ils ont la possibilité également d'agir sur la santé de la population. En quoi faisant? En perturbant certaines fonctions ou bien certains organes lorsque les conditions d'utilisation ne sont pas respectées. Donc pour l'utilisation de ces produits, ce qu'on préconise, c'est le respect d'abord des bonnes pratiques agricoles. Les bonnes pratiques agricoles qui, en passant par le respect des conditions d'utilisation, utiliser des produits homologués, utiliser des produits avec une dose adéquate en fonction de la surface à traiter, la nature des produits, des pesticides utilisés qui doivent être en concordance avec le produit à traiter et tout un ensemble d'activités qui vont permettre de prévenir l'action toxique sur la santé des populations. Merci à Aïssatou Sow pour la collaboration technique. À l'heure du débrief, nous sommes avec le commissaire Boubacar Sadio. Commissaire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite. Avec vous, nous évoquons bien sûr cette question liée à l'insécurité galopante au Sénégal, attaque à main armée à l'intérieur du pays, meurtre, agression à Dakar. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui explique un peu cette montée de l'insécurité au Sénégal? Bon, je constate tout simplement que le thème de l'insécurité imposé par une certaine réalité qui est là, évidente, que nous vivons tous et que personne ne peut plus nier, est un véritable marronnier, pour parler comme vous les journalistes là. Bon, à la question de savoir quoi faire pour y remédier, j'ai donné... Avant d'abord les solutions, comment vous expliquez cela? Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui explique un peu cette montée de l'insécurité? Bon, c'est dû à beaucoup de défaillances de la part de l'État. Et comme je l'ai dit, il y a des problèmes liés à... C'est-à-dire vous indexez la politique sécuritaire de l'État, c'est ça? Oui, comme j'ai dit, moi j'ai toujours dit que Son Excellence le Président Macky Sall n'a pas une vision, n'est-ce pas, claire de la sécurité. Et pour preuve, j'aurais pu citer la LOSI qui n'a pas été mise en place et qu'on nous avait promis. Je pourrais citer effectivement aussi le conseil présidentiel qui avait été annoncé également pour trouver des solutions idoines à ce problème-là. Et jusqu'à présent aussi, on n'a pas eu droit à ce... Donc, on a l'impression d'un tâtonnement, d'un manque de vision. Et quand on manque de vision, effectivement, cela se ressent au niveau de la stratégie nationale globale. Alors, mais est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas lié un peu à la configuration de nos villes? Oui, mais il y a tout ça. Vous savez, les causes, elles sont multiformes, elles sont variées et diverses. Il y a effectivement un problème d'urbanisation qui se pose de manière anarchique. Il n'y a pratiquement plus de plan directeur, n'est-ce pas, pour la construction de villes-là. Bon, il y a des problèmes économiques qui font qu'il y a la pauvreté qui sévit au sein des populations et qui amène les gens souvent à vouloir trouver des expédients pour trouver des moyens de survivre. Vous pensez que l'éclairage public en est pour quelque chose, avec notamment des ruelles
mal ou non éclairés même. Absolument. L'éclairage fait partie de ce qu'on appelle la prévention situationnelle. C'est vrai que plus un quartier, une ville, une rue est éclairée, disons que plus il y a de fortes chances effectivement d'en éloigner les délinquants et les malfaiteurs. Donc l'éclairage public doit être pris en considération. Hein. Ça fait partie les gens appellent la situation, la prévention situationnelle. Donc il faut que les autorités publiques, les maires, au niveau des municipalités et l'État même, au niveau national, vraiment s'y affaire pour trouver des solutions en la matière. D'accord. Et vous préconisez quoi comme solution? Bon, comme j'ai dit, il faut que nous essayons de définir une véritable vision et une bonne stratégie nationale. Parce que c'est à partir de cette stratégie-là qu'on va définir certains plans d'action. Bon, il y a que aussi, évidemment, on va nous rétorquer. J'ai dit que, bon, la plupart des citoyens, des autorités, quand vous leur posez la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, bon, ils vont donner des réponses banales, élémentaires, des points du genre, il faut augmenter le commissariat, il faut, comment dirais-je... Oui, j'allais venir à ça, puisqu'il y a des populations qui dénoncent un peu le manque d'effectifs au niveau des commissariats de police. Effectivement, il y a un déficit structurel au niveau des forces de sécurité. Et ça, il faut combler ça. Il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui sont en train de faire, mais il faut que l'État redouble d'efforts pour vraiment arriver à un taux de couverture sécuritaire assez raisonnable, hein, qui puisse permettre vraiment d'assurer une bonne sécurité des populations et des biens. Alors, les autorités sécuritaires ont tout le temps demandé la collaboration des populations. Est-ce que vous pensez que la solution peut passer par ça, une collaboration entre les populations et les forces de sécurité? Effectivement, c'est nécessaire. Hein. Mais en fait, est-ce que maintenant ces autorités ont déterminé les canaux par lesquels cette collaboration-là doit être effectuée? Est-ce qu'ils ont déterminé et défini les plateformes dans lesquelles population et forces de police pourraient se retrouver pour discuter et échanger? Ça a été prévu dans le cadre de la LOSI, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, bon, ça a fait long feu. Mais sinon, effectivement, c'était une bonne politique qui permettait de revoir l'architecture, sécurité du pays et qui aurait pu impliquer les populations effectivement dans la prise de décision. Malheureusement, ce n'est pas le cas. D'accord, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, vous interpellez directement les autorités, c'est ça? Absolument, absolument. Je crois qu'il faut s'appuyer sur deux leviers, hein, la proximité et la prévention. Malheureusement, l'accent n'est pas mis sur ces deux leviers-là. La proximité, bon, elle est plutôt géographique, hein, en installant des commissariats et des postes de police un peu partout, mais il faut aller au-delà de la sécurité à dimension spéciale pour aller vers une proximité, disons, à dimension institutionnelle et affective. C'est-à-dire que c'est ce qui pourrait permettre aux populations d'avoir le courage de se rendre auprès des commissariats de police pour effectivement faire part de leurs besoins en matière de sécurité. D'accord. Certains réclament toujours les patrouilles de la police. Non, comme j'ai dit, moi, vous savez, j'ai fait beaucoup de contributions en la matière. Ça, vraiment, c'est des pratiques élémentaires, c'est des pratiques de base. Comme j'ai dit, effectivement, la police et les forces de sécurité ont déserté la voie publique. Donc, j'ai dit, il y a une double désertion. Il y a une désertion temporelle. On ne travaille que le jour, la nuit, pratiquement, il n'y a plus personne. Mais également, il y a une désertion spéciale. La voie publique est totalement abandonnée, effectivement, à tous ces malfaiteurs-là et à tous ces gens-là qui commettent des délits et des infractions diverses sur la voie publique. Donc, il faut que la police vraiment s'investisse, réoccupe la voie publique et procède à... Il faut revenir aux vieilles pratiques. La patrouille, la ronde, la descente, tout ça, vraiment le contrôle routier, etc. Bon, ça, il faut intensifier ça. Mais encore faut-il que ces policiers-là aient les ressources humaines nécessaires pour le faire et également les moyens matériels. Les moyens matériels. Effectivement. Malheureusement, l'argent est dépensé quelquefois à des futilités qui n'ont aucun rapport avec les besoins sécuritaires des populations. Commissaire Boubacar Sadio, merci. RFM vous informe, mesdames, messieurs, bonsoir, il est 22h.